Le jour où tu te dis cela suffit, tu es déjà mort. Marche toujours, avance toujours, ne t'arrête pas en chemin. Qui n'avance pas, piétine. C'est l'histoire d'une femme élégante, menue, fragile et dotée d'un tempérament de feu. Lors de ses nombreux voyages, elle découvre des enfants qui visiblement manquent de tout, mais dont elle perçoit le désir intense de vivre. C'est le déclic. Elle décide de créer une ONG, Biblionef, et cela fait maintenant 20 ans qu'elle envoie des centaines de milliers de livres neufs à destination de cette jeunesse défavorisée dans plus de 90 pays dans le monde. Voici maintenant le portrait de Dominique Passe, une héroïne imagine. Elle est courageuse, peut-être inconsciente, mais elle a raison, ce qu'elle veut faire, c'est formidable. Elle est super professionnelle, elle est efficace et elle est tenace. Dangereuse et terrible. Une femme de cette volonté dans 50 kilos tout mouillé. J'ai eu un coup de cœur pour cette association, pour ce projet. C'est un projet génial. Elle est condamnée, par ce qu'elle est, à faire de belles choses. C'est-à-dire qu'elle ne vise qu'une seule chose, c'est l'excellence. C'est une dame extraordinaire, vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Elle se bat, elle se bat, elle se bat. Et pour le moment, le loup ne l'a pas mangée. On veut le meilleur pour nos enfants. On voudrait le meilleur pour tous les enfants du monde. Et on se rend bien compte que tous ne naissent pas dans des conditions idéales, loin de là. Des millions d'enfants analphabètes dans ce monde, des enfants qui devraient aller à l'école qui n'y vont pas, et des enfants qui vont rester sur le bas-côté de la route de leur propre vie, qui sont pris dans des spirales de pauvreté sans fin. Est-ce que tu peux nous dire finalement quelle est la première prise de conscience que quelque part d'autres ont besoin de toi ? Les choses se font un peu en décalé, ce n'est pas l'illumination soudaine, tu n'as pas nécessairement envie de devenir Mère Teresa. Il y a toujours évidemment, et surtout pour moi, l'affectif, l'émotionnel qui arrive en premier lieu, mais qui souvent peut obscurcir l'esprit ou nous conduire parfois à pas toujours avoir les bonnes réactions ou à tétaniser un peu la pensée. Il faut laisser s'apaiser tout ça et après se mettre au travail et dire bon, allez, derrière l'affect, qu'est-ce qu'on fait maintenant de construit, d'un peu intelligent et auquel on va s'accrocher. C'est une sainte laïque parce qu'elle croit encore à la force de l'éducation, elle croit encore à la force du livre. L'enjeu d'avoir des livres ou pas, c'est l'accessibilité à une connaissance, à une éducation. Je pense qu'on est dans une période, dans le monde actuel, où l'éducation doit vraiment prendre toute sa place. C'est-à-dire l'éducation, à mon goût, favorise la compréhension du monde extérieur, favorise la compréhension de l'autre, favorise la tolérance. Et quand on a favorisé tous ces éléments, on peut construire, alors c'est peut-être très utopique aussi, mais on peut construire un monde meilleur. Quel est le déclic qui lance Biblionef ? J'ai dû vivre un divorce très 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 douloureux dont j'ai pensé que je ne me remettrais pas ou qu'il me faudrait des années pour me remettre. Mais j'avais très ancré en moi le sentiment qu'il fallait avancer. Et effectivement, il y a eu une rencontre providentielle, dirais-je, déterminante dans ma vie, la rencontre avec Maximilien Wegelin von Claerbergen. Et avec Maximilien, ça a été le début d'une longue histoire, d'une aventure, l'aventure de Biblionef qui a commencé puisque nous lui avons donné vie, ça a été en quelque sorte notre enfant, notre bébé. Et puis nous avons été l'un et l'autre le compagnon de vie de l'autre pendant 20 ans, puisqu'il s'est en allé l'année dernière. Donc ça a été un nouveau chapitre extrêmement fort de ma vie où j'ai enfin déployé mes ailes. Je crois que j'étais une petite fille très timide. J'étais très rêveuse. Je pouvais avoir mauvais caractère par moments, me disait-on. La relation entre Dominique et son père est une relation quasiment fusionnelle. Quand Jacques de Marny parlait d'elle, c'était Minot, c'était toujours son petit nom, son diminutif. C'était sa petite dernière, et je crois qu'il avait une affection toute particulière pour elle. Est-ce que, quand tu t'es lancé dans cette aventure, est-ce que tu avais conscience du défi
que ça allait être? Parce qu'après tout, tu n'avais pas de fortune personnelle, tu connaissais rien à la philanthropie, à ce monde-là. C'est ça qui était exaltant, c'est de partir avec rien, pas un sou, pas un livre, mais c'était formidable, j'avais l'impression d'être une pionnière. Le don de livres, ça n'était pas nouveau, on n'avait rien inventé, mais le don de livres neufs, personne ne s'était jamais attaqué à cela. C'est ça qui la démarque. Elle considère comme inacceptable d'envoyer en Afrique des tombereaux de livres usagés que les gens jettent à la benne. Elle ne veut que donner des livres neufs, des livres beaux, des livres récents, des livres utiles. Alors pourquoi insister sur le livre neuf? Parce que ces enfants méritent le meilleur. Ce sont des enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont très peu gâtés par la vie. Alors ce sont des livres neufs, ça c'est très très important, effectivement, pour donner envie de lire. Voilà, il faut que ça soit le cadeau total. Mais pour avoir ces livres, il fallait d'abord aller démarcher tous les éditeurs pour la jeunesse, de manière à ce que les éditeurs prélèvent dans les stocks d'invendus des livres qui pouvaient intéresser Biblionef. Et je me suis dit, elle a beaucoup de courage. Donc il y avait une offre potentielle du côté des éditeurs, donc des stocks excédentaires extrêmement importants, puis de l'autre côté, ailleurs, vous aviez des enfants en manque, en attente, qui n'avaient jamais un livre entre les mains. Lorsqu'ils sont obligés de mettre les livres au pilon, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les stocker. Et Dominique voulait sauver ces livres du pilon, bien évidemment, elle avait raison, parce que c'était des livres neufs et magnifiques. Mais il fallait d'abord convaincre les éditeurs parce que ça coûtait un peu d'argent. Au sein des maisons d'édition, vous avez quand même des gens, des êtres humains aussi, qui ont un cœur, qui sont faits de chair et de sang et d'émotions et qui ne pilonnent pas non plus par plaisir ces stocks de livres. Il y a à peu près 80 à 100 millions de livres qui sont pilonnés chaque année en France, c'est considérable. Elle avait foi en son projet. Elle pensait que personne ne résisterait à l'argument qu'un beau livre peut changer la vie d'un enfant. Donc quelque part, c'était dire aux maisons d'édition, investissez aussi sur ces populations qui de toute façon aujourd'hui ne sont pas des clients. Absolument, c'était aussi un argument qui était mis en avant auprès des maisons d'édition. Il faut bien voir que pour que les gens achètent des livres, il faut qu'ils puissent les acheter et il faut qu'ils aient envie de les acheter. Parce que les livres au Sénégal, c'est le même prix qu'ici, plus les frais de transport, plus les taxes. Donc c'est inabordable. Arriver à donner envie de lire à des gens sur des territoires où il n'y a pas de possibilité de lecture, c'est un investissement. Le premier vrai gros don, raconte-nous. Il y a eu des dons très importants de Disney Hachette. Je crois qu'un jour se sont annoncés une vingtaine de palettes de tous les albums de Walt Disney, les grands classiques. Et je crois qu'à ce moment-là, le petit endroit où j'avais commencé à stocker les livres s'avérait très, très insuffisant. Donc il a fallu là aussi que la Providence s'en mêle, parce qu'il est vrai qu'au fil de ces premières années de création de Biblionef, je pense que si j'avais dû un jour, ne serait-ce qu'une seule fois, refuser une palette d'un éditeur parce que je ne savais pas où la mettre, je crois que je me serais complètement décrédibilisée. Donc il est vrai qu'il fallait que les coulisses suivent, mais il ne faut pas perdre la face. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, tu n'as pas non plus d'équipe, et tout. donc les palettes, c'est toi qui les reçois. Oui, les deux premières années, j'étais le soutier, en quelque sorte. Je faisais tout, je bâtissais l'organisation, je faisais des plans de développement, j'allais frapper à la porte des ministères, je ralliais les éditeurs à la cause, et puis j'enfilais un jean et un vieux t-shirt, et puis je les rangeais, je vidais les palettes, je les rangeais sur des étagères, et je faisais des cartons. Enfin bon, c'était très physique, très fatigant, mais très amusant et très enthousiasmant aussi. En même temps, quand on te regarde, je veux dire, on ne peut pas dire que tu sois super costaud, tu n'as pas vraiment le physique d'un déménageur. Oui, mais j'ai de la force, j'étais costaud. Et puis j'ai rameuté quand même quelques amis, parfois pour venir m'aider à remplir des cartons. N'empêche que tu étais couverte de poussière. Oui, j'étais couverte de poussière. J'imagine. Noire de poussière. Noire de poussière. J'imagine que parfois tu devais rentrer avec le dos endolori. Courbattu.
Ah oui, oui, oui. Alors- le dos brisé, en effet. Et évidemment, très vite, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Oui, mais à ces moments-là, dans Oui. ces moments-là, Oui. c'est vrai qu'entre le rêve et la réalité, Oui. entre ce qu'on imagine en se disant « Allez, je me lance dans l'aventure, créer une ONG, etc. » et puis d'un coup, la réalité physique de cette aventure, on n'a pas des moments où on regrette, où on peste contre soi-même? Non, jamais. Elle a cette ténacité, cette volonté qui peut être très abrupte, mais ça masque un beau cœur. Le fait de travailler ensemble m'a fait rencontrer une personne exceptionnelle au niveau des sentiments, de l'amour qu'elle pouvait apporter aux autres à travers un projet extrêmement concret. C'est une personnalité extrêmement complexe et qui finalement est à l'aise un petit peu dans tous les milieux. Dominique, elle est tout terrain. Dominique, c'est un 4x4. Si c'était un vêtement, je pense qu'elle serait un peu tout terrain. C'est un jeans en fait, hein. Mais un jeans de luxe, attention quand même. Dominique est toujours très bien habillée. Et quand on voyage, on a fait, je me souviens notamment d'un voyage à Madagascar, Dominique, elle est égale à elle-même. Élégante, clean, nickel, parfaite, tout le temps. Même au milieu du trafic kényan, et Dieu sait qu'il est dense. Je dirais pas que c'est une optimiste, hein, c'est une pessimiste active, Dominique. Je suis inquiet parce qu'il y a ci, il y a ça, mais c'est pas grave, on va trouver, on va y arriver, il y a des projets, il y a des trucs. Et c'est Dominique, c'est ça. Dominique, c'est une femme qui a une énergie effectivement totalement hallucinante. Qu'elle aime la vie. Donc la vie, elle va la chercher dans tous les endroits où il y a de la vie. Le sourire d'un enfant qui ouvre un livre neuf, c'est son ultime récompense, au-delà de toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer. On est bien d'accord, pendant les premières années, tu as eu des sueurs froides. Oui, j'ai eu des sueurs froides, des sueurs de toutes sortes. Elle a cette qualité inouïe des gens modestes qui font des choses extraordinaires mais veulent jamais faire sentir aux autres que c'est un poids. Un des premiers aussi éditeurs à nos côtés, ce sont les éditions Nathan. Et c'est le seul éditeur d'ailleurs avec lequel nous avons formalisé notre collaboration. Nous avons tout de suite signé des conventions. Et l'idée, c'était évidemment de lui donner des livres pour ses opérations. Mais en fait, c'était bien plus que ça, quoi. Et on a des retours, on a des photos de ce qui s'est passé, on voit les enfants avec les livres, on voit les résultats. Avec la garantie aussi pour les éditeurs que nous leur avions donnée de leur rendre compte de l'utilisation qui était faite de ces livres. Étant donné les volumes en jeu, il y avait des impacts dans les pays, il y avait de vrais projets qui étaient menés. Nous ne faisions pas du saupoudrage. Nathan, c'est une maison qui travaille sur l'apprentissage de la lecture. Donc on apprend à lire au sens premier du terme, on apprend l'envie de lire, le goût de lire. Et c'est l'idée de semer cette petite graine de l'envie de lire. Elle a su créer auprès des éditeurs un climat de confiance, si bien que, par exemple, ils vont lui confier des livres parce qu'ils savent qu'elle va les distribuer efficacement auprès des gens qui en ont besoin. Donc c'est un boulot de sélection énorme qu'elle fait. Ça veut dire que Dominique, elle connaît parfaitement les livres et elle adapte dans les propositions qu'on lui fait, elle choisit ce dont elle a réellement besoin. Ça pour nous c'est extrêmement important.
Ils sont là aujourd'hui dans l'entrepôt, mais dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, ils seront en Afrique du Sud, au Maroc, en Lituanie, en Chine. C'est un bonheur inouï. Alors Dominique, même si les livres te sont donnés gratuitement par les éditeurs, la donation du livre a un coût. Alors comment est-ce que tu t'en sors financièrement ? Oui, en effet, la plupart des livres sont donnés par les éditeurs, mais parfois nous devons payer ce qu'ils appellent des coûts de déstockage à l'unité. Donc il y a les frais au niveau de l'entrepôt, donc il y a les frais, les frais de gestion du stock, de manutention, les frais de conditionnement, inévitables. Et après, il faut les envoyer. Et après, il faut les expédier aux 4 coins du monde. Donc il y a des coûts qu'il faut assumer, qui ne sont pas énormes en regard du nombre et de la valeur des livres envoyés chaque année, mais il faut bien financer tout cela. Alors comment faire ? Il y avait effectivement une petite partie de notre budget qui était constituée de subventions publiques, le ministère des Affaires étrangères, Culture, Éducation nationale. Quand on voit que maintenant il n'y a plus de subventions pour soutenir sa politique à elle du livre, ou la politique d'autres ONG d'ailleurs, ça devient inquiétant, quoi, parce qu'on se dit que c'est peut-être pas là où il faut couper. Sauf qu'en 2012, en ce début 2012, il n'y a plus de subventions publiques à l'horizon. Heureusement que nous n'avons jamais été complètement dépendants de ces subventions publiques. Et donc, dès le début de Biblionef, nous avons toujours considéré qu'il était essentiel, important, de demander aux porteurs de projets, dirais-je, pas le bénéficiaire. Ce n'est évidemment pas l'école de brousse africaine qui va pouvoir participer aux frais d'une telle opération, mais nous avons toujours demandé aux porteurs de projets de mettre son obol dans le projet pour qu'il s'instaure entre lui et nous une véritable relation de coopération et non pas d'assistanat. Même si l'obol est symbolique, tout d'un coup ça donne de la valeur. Et donc, du coup, on a une fourchette de quoi alors ? Nous allons oser demander 2 € par livre maintenant. Malgré une activité qui date maintenant de 20 ans d'activité, malgré la reconnaissance de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'UNICEF, aujourd'hui Biblionef est en danger. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Dominique ? Eh bien, disons que le bateau tangue un peu en ce moment du fait de la disparition, effectivement, des subventions publiques qui représentaient à peu près 1/4 du budget. Je pense que Dominique Paz n'est pas assez soutenue. Je trouve que Dominique est assez seule. Je pense qu'elle a besoin d'action, elle a besoin de concret, elle a besoin d'aide. On est en ce moment, déjà depuis pas mal de temps, dans une période où on va privilégier l'événementiel ou le divertissement à la culture, à la coopération. J'ai l'impression que cette coopération culturelle dans le domaine du livre est très très menacée, ne semble plus être ici une priorité, alors qu'elle l'est ô combien sur le terrain. Au-delà de la fin dans le monde, il y a aussi une fin de connaissance, une fin de l'être, une fin de culture qui est indispensable. Et le livre a à ce moment-là un rôle fondamental. Il a un rôle aussi thérapeutique. Biblionef est parfois présent sur des terrains d'opération où il vient de se passer une catastrophe. Ça peut paraître un peu aberrant quand on s'attend plutôt à voir arriver la Croix-Rouge, mais peu de temps après, que ce soit à Haïti ou que ce soit à la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a eu les fameuses inondations, on s'est rendu compte que des bibliothèques entières avaient disparu. Et à qui a-t-on fait appel ? Tout simplement à Biblionef. Tu te rappelles le génocide au Rwanda en 1995 ? Un grand ami de ma famille était Tutsi, ministre de la Santé, pédiatre à Kigali. 18 mois après ces événements épouvantables, il revient en France. Il connaissait l'existence de Biblionef, mais pour la première fois de ma vie, devant lui, je n'ose pas lui proposer l'aide de Biblionef, pensant que les besoins étaient tout autres. Et c'est lui qui est venu vers moi en me disant « Tu sais, ces enfants ont été tellement traumatisés par ce qu'ils ont vu et vécu qu'il faut les ramener de toute urgence dans le monde de l'enfance. » La phrase était belle. Il faut les ramener dans le monde de l'enfance. Les enfants ne parlaient plus, c'était muré dans le silence. Eh bien, en leur racontant des histoires, en entendant la musique d'autres mots, en leur montrant d'autres images, on les ramène, on les fait revenir dans la vie.
20 ans déjà. Quel regard portes-tu sur ces 20 années? Ça a été un chemin difficile. Il a fallu progresser étape par étape, ne pas céder au découragement, à l'abattement. C'est un chemin difficile, mais extrêmement gratifiant. En tout cas, ça donne envie de continuer, ça c'est sûr, puisque ça fait pratiquement 20 ans que ça dure et j'espère bien que ça va suivre, ça va continuer dans les 20 années suivantes. Les entreprises ont tout à gagner à faire du mécénat pour ce genre d'association. Dominique Passe, tu es une héroïne, imagine. C'est un honneur de te connaître. Merci, ma chère Frédéric, moi aussi. Thank you.